Non, la montagne. Le parterre, on appelle ça parterre. En bas, il y avait des arbres, plus loin, il y avait des arbres petits, donc c'est vers le petit lait. Le petit lait, c'est celui-ci là. Le petit lait. Là, il y a toujours, mais il est enfoui dans l'herbe et dans les ronces, il y avait un bassin octogonal qui recueillait l'eau d'ici et l'eau d'ici. Un très beau bassin octogonal qui existe toujours, mais on le voit plus. Il est maçonné avec des pierres maçonnées, et c'était un vivier, c'est-à-dire il y avait des poissons, c'était pour les poissons du château. Aujourd'hui encore, il est dans un état lamentable. Mais et plus loin, si vous allez vers là-bas, eh bien vous avez la grotte de Lourdes. Vous aviez aussi à côté à Lavoir, vous aviez une crestelière aussi. Hein, et il y avait un petit truc qu'on ne voit plus aujourd'hui, c'est ici, là, au bout de la piscine, là, il y avait une glacière. C'était un trou en terre, une cave en terre, avec un escalier qui descendait. Dessus, là, le trou, il y avait un petit édicule, un petit pavillon, et c'était une glacière en ce sens que c'est là-dedans que les comtes et comtesses du Bois-de-Cerneau mettaient leur gibier, le gibier au frais. Il devait être boucané sans doute, salé, je ne sais pas, mais en tous les cas c'était au frais. Ça a été bouché parce que le petit pavillon qui était au-dessus a brûlé pendant la Révolution. Autre chose, le château du Bois-de-Cerneau, il date du XVIe siècle. Mais avant le XVIe siècle, il y avait aussi un Bois-de-Cerneau qui existait. C'était un château féodal. Avant, il était ici. Vous voyez, quand on rentre dans l'allée, il y a le chemin de la Courrière, le chemin qui allait chez Siodo, ici, hein, vous comprenez? Et là, juste à droite, sous les marronniers, c'est-à-dire, quand on descend l'allée, quand on descend ici, là, hein, quand on descend ici, je ne sais pas si vous voyez, on descend, sur ma droite, avant la chapelle. Ça va? Il y avait le château féodal qui était là, avec de l'autre côté, vers le château féodal, avec de l'autre côté, vers chez Siodo, il y avait dans le pré ici un labyrinthe qui était fait avec des buis, avec des houes, hein, et dans lesquels les enfants s'amusaient, et les grandes personnes aussi, c'est bien, c'est le labyrinthe dans lequel on se met à courir, et on cherche la sortie, impossible de la trouver. C'était un labyrinthe. Et là aussi, il y avait là encore un parterre, vers chez Siodo, avant la maison de chez Siodo actuellement. Il y avait un parterre. Tout ça, bien sûr, c'est détruit. Les pierres de l'ancien château féodal sont passées dans les pierres du nouveau château. Nouveau château qui est quand même du XVIe siècle. Il y a dans le coin le bois Joli, le bois Rousseau, le bois Arbillet, le bois Hanté, le bois Morand, le bois Vert, le bois d'Isando, etc., etc. Allez. Les archives qu'on peut trouver remontent jusqu'au XIIIe siècle. XIIIe, XIVe siècle, il y avait, dans le château féodal, hein, pas le château actuel, il y avait des luneaux et des fouchés. En 1245, une certaine madame qui s'appelait Isabeau, c'était un nom de femme autrefois, Isabelle, Isabeau, nous avons eu une dame qui s'appelait, une reine de France qui s'appelait Isabeau de Bavière, femme de Charles VI. Hein? Isabeau de Bavière. Bon, une dame, Isabeau, dame du Bois-d'Isando, qui a épousé un Guillaume Fouché. Isabeau Luneau, qui a épousé, la flèche veut dire qu'elle a épousé un Guillaume Fouché. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, ce sont les hommes qui donnent les noms au domaine. Les femmes. Quand est-ce que ça sera la revanche des femmes? Quand? Demain. Hein? Ça vient.
Guillaume Fouché. Guillaume F. Bon, je vais vite. Jusqu'au XVe siècle, jusqu'au milieu du XVIIe siècle, il y avait, dans ce château féodal, il y avait Dugrazet. Dugrazet. Madame Dugrazet, qui a épousé un Olivreau. Marguerite Dugrazet a épousé Guillaume Olivreau. En 1405. Nous sommes toujours dans le vieux château féodal. Ce Guillaume Olivreau, il a fait une chose qui est à retenir. Il a fait un don à la paroisse d'Ardelais, au presbytère d'Ardelais, donc, un don de 12 boisselets, 15 arts. Monsieur le curé a dit, merci. Oh, ça c'est bon, merci. Oui, mais je mets une condition. Je voudrais que dans l'église d'Ardelais, vous me fassiez, j'ai droit à une chapelle pour enterrer les morts du bois d'Issando. La chapelle du bois d'Issando qui est dans l'église d'Ardelais. Mais c'était un crime de lèse-majesté parce que l'église appartenait au seigneur d'Ardelais. J'ouvre une parenthèse à propos d'une querelle continuelle qui va se terminer par un duel entre le vassal du bois d'Issando et le suzerain d'Ardelais. Un suzerain avait plusieurs vassaux. Il y avait le vassal du bois d'Issando, il y avait le Bignon, il y avait la Barbère, je crois, il y avait l'étenduère, mais le patron, c'était le seigneur du bois d'Ardelais, hein, le château d'Ardelais. Ça va? Or, le seigneur d'Ardelais était propriétaire de la place d'Ardelais actuelle, de l'église d'Ardelais, pas l'église, cette église, elle est du XVIIIe siècle. L'église, c'est bien qui est interdite là. Mais vous savez qu'il y a une autre tour à l'église d'Ardelais, qui est l'ancienne chapelle. Ça appartenait au seigneur d'Ardelais, les douves, le château d'Ardelais, la métairie du château, le château des Merlins, du château. Hein. Et voilà que le petit vassal du bois d'Issando ramène sa fraise, il veut enterrer ses morts dans la chapelle d'Ardelais, c'est-à-dire chez lui. Ça a été la lutte continuelle. Ça va se terminer par un duel, j'en reparlerai tout à l'heure. Vous vous rendez compte? Bon, à retenir. Voilà. Le petit-fils, l'arrière-petit-fils bon, il y a plusieurs, je vais vite, en 1570, René Olivreau, qui est seigneur du bois d'Issando, et c'est lui qui fait construire le château actuel. Ce René Olivreau. 1570, donc 16e siècle. 1570, il ouvre le château, il le fait construire, pour ça, il démolit le vieux château fort, il en prend les pierres, on a retrouvé des pierres qui sont de l'ancien château fort, ça a été daté, et il a fait construire le château. Il l'a fait construire, alors bien sûr, à la mode Renaissance, l'arrière, on arrive par l'arrière, l'avant est de l'autre côté, ça je vous l'ai dit, sur le petit lait, hein, et toute la belle façade du château qui est classée, c'est celle du bois d'Issando qui donne sur le petit lait, avec les parterres de l'ombre. Ça va? Construit. René Olivreau. Je vais vite. Son fils, Claude Olivreau. C'est avec lui qu'il va y avoir un duel. Claude Olivreau qui épouse une Marie de Hillerin. Ah, les Hillerins, ça c'est un nom qui nous est familier. C'est la première fois qu'on voit des Hillerins. Il épouse Claude Olivreau. Claude Olivreau épouse Marie Hillerin. Ils n'auront pas d'enfant. Ça veut donc dire que ça va passer encore à une autre famille. Ils n'ont pas d'enfant. Oui, Claude Olivreau donc, continue toujours cette bagarre. Il dit que à cause de ces 15 boisselets qu'il a donnés au curé d'Ardelais, j'ai le droit d'enterrer mes morts dans la chapelle du bois d'Issando, dans l'église d'Ardelais. L'Odine, niet. Pas d'accord. Pas d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est bien sûr le seigneur d'Ardelais. Ces seigneurs d'Ardelais ont toujours été des teigneux, des mauvais garçons.
ils avaient la lame facile, la lame, c'est-à-dire l'épée facile. Et ils provoquaient toujours au duel. Le seigneur d'Ardelais, il s'appelait à l'époque, oh là là, je me rappelle plus, René Decoué de Légonière. René Decoué de Légonière provoque Claude Olivron en duel. Un duel, c'était terrible. Nous sommes sous Louis XIII et sous Richelieu. Vous avez étudié dans votre histoire de France autrefois que Richelieu est... Il est allé dans la forêt au château de la Pénitentiaire et il y est mort trois semaines après. Mort de ses blessures, 3 semaines après. Mais le René Coué de Légonière dit comme ça, aïe aïe aïe. En plus, il est mort, parce que parfois s'était blessé, il réussissait à s'en sauver, mais là il est mort. Aïe aïe aïe, je suis foutu, moi aussi, je suis fichu. Je suis fichu. Alors il doit partir. Il s'enfuit à l'étranger, pour fuir la police de Louis XIII et de Richelieu. Il s'enfuit à l'étranger. Louis XIII meurt peu de temps après, Richelieu n'est plus Premier ministre, n'est plus ministre. Il revient. Le roi, c'est le jeune Louis XIV. Il lui signe un bon de rentrer en grâce. Il revient en grâce et monsieur peut se promener. Il meurt 6 ans après. Au cours d'un duel, encore d'un nouveau duel. La fine lame n'avait pas marché. Il meurt 6 ans après. Voilà. Donc, Claude de Légonière aussi, il a fait une deuxième chose, donc son duel, mais aussi avant de mourir, il avait tracé les jardins du Bois-Tissonneau et la Grande Allée. Il l'avait tracé, pas planté encore. Bon. Les deux dames qui sont veuves, la dame d'Ardelais et la dame de Bois-Tissonneau sont veuves. Pleurent à la mort de leur mari, et cette dame qui était une brave femme, la dame d'Ardelais, madame de Légonière, donc d'Ardelais, pour racheter le péché de son mari, qui a tué, qui est un tueur, fait construire dans la chapelle d'Ardelais une tombe pour y mettre monsieur de Olivron. On y met Olivron. Quand il est mort, Claude Olivron, la tombe n'était pas faite. Si bien qu'on est obligé de l'enterrer à la Fosselière. À la flotte. Tous les morts du Bois-Tissonneau étaient à la Fosselière, dans la chapelle Notre-Dame de la Salette, à la Fosselière. Les archives ne sont pas d'accord là-dessus. On dit que c'est pas vrai, il était enterré. Oui, on a fait son tombeau, mais il n'a pas été mis dedans. Le tombeau n'était pas fait, tu penses. Et puis, il a été enterré à l'Aïnière. Puisque la preuve qu'il a été enterré pas à l'Aïnière, mais à la Fosselière, la preuve qu'il a été enterré à la Fosselière, sa femme, Marie, sera enterrée elle aussi à la Fosselière. Mais après, oui. Et une consolation, au moins, les deux femmes se sont retrouvées, si on peut dire, se sont raccordées. Ça s'est rabiboché. C'était pas très chaleureux, pas très chaleureux, mais enfin c'était correct. Tout est grâce. Voilà. Pendant l'absence du meurtrier, sa femme, honteuse pour réparer le meurtre de son mari, fait bâtir une tombe funéraire pour le repos de l'âme de Claude Olivron. Hein? Bon, mais je l'ai dit, oui. Oui, il meurt 6 ans, je l'ai dit aussi. Les conséquences, oui, alors les conséquences du duel sont que les deux épouses se consolent l'une de l'autre. Fin du XVIIe siècle jusqu'à 1789, c'est la Révolution. Donc, de Hillerin. Nous avons dit que Marie de Hillerin et puis Claude Olivron n'avaient pas d'enfants. C'est donc madame, étant veuve, qui devient propriétaire du domaine. Mais elle n'avait pas le droit de disposer du domaine. Une femme ne pouvait pas disposer du domaine comme ça. Elle a acquis le droit de disposer du domaine. Il a fallu qu'elle paye une taxe. Elle a payé la taxe et elle a pu disposer du domaine. Elle était de Hillerin. Elle a donné le domaine à un demi-neveu.
son frère s'était remarié, bon, demi-neveu, je n'insiste pas, un demi-neveu qui s'appelle Jean-Baptiste de Hillerin. JB de Hillerin, Jean-Baptiste de Hillerin. Donc demi-neveu de Marie. C'est encore avant c'était des Olivaux qui étaient seigneurs du château, maintenant voilà un Hillerin. Bon, rien de spécial, sauf que ce Jean-Baptiste aussi continue à embellir le château et la propriété. Son fils, 1732, son fils, Jean-Baptiste de Hillerin, oui, c'est le même. Bon, Jean-Baptiste Laurent de Hillerin, le fils de celui-là. Jean-Baptiste Laurent de Hillerin, c'était son fils, c'était un homme de science. Un homme de science, un scientifique. C'est pourquoi il était allié avec le fameux Réaumur. Le fameux Réaumur. Réaumur, ça vous dit quelque chose. Il y a dans le canton de Pouzauges un patelin qui s'appelle Réaumur. Hein? Réaumur, il y a une station de métro à Paris qui s'appelle Réaumur. Ce Réaumur avait donc des biens du côté de Réaumur, du côté de Pouzauges. Il avait des biens du côté de Angles, du côté de Talmont, là-bas, vers la côte. Il avait des biens aussi. Mais il aimait beaucoup venir au Bois-de-Sordeau. Et là, au Bois-de-Sordeau, ce Réaumur, lui qui est un grand scientifique, il est mort à 74 ans, au Bois-de-Sordeau d'ailleurs, ce Réaumur. Il fut inventeur, biologiste, entomologiste, c'est-à-dire l'étude des insectes, physicien, observateur des abeilles, des mollusques, des crustacés, botaniste, géomètre, mathématicien. Sa famille, il devient sous-directeur puis directeur de l'Académie des sciences à Paris. Il touche à tout, les méridiens, les astres, le thermomètre. C'est lui qui calcule la graduation des thermomètres. Moi aussi, je peux le faire, vous pouvez être sûr qu'avec moi, il sera fou. Hein. Vous aurez des fièvres à 47. Le baromètre, il a touché à tout le baromètre. La génétique, il a étudié le sperme. Les sucs gastriques, les métaux, l'or, la porcelaine et les alliages. Il a tout, ce Réaumur incroyable. Il a écrit de nombreux traités fort savants. Et avec son ami Jean-Baptiste Laurent de Hillerin, là, deux scientifiques ensemble, qu'est-ce que vous voulez, on parle de science. Quand deux gendarmes se rencontrent, ils parlent d'affaires de gendarmerie. Hein? Quand deux scientifiques se rencontrent, ils parlent. Et ils vivent au Bois-de-Sordeau. Il y a au Bois-de-Sordeau actuellement, à l'étage, une chambre qu'on appelle la chambre de monsieur de Réaumur. Monique, vous n'êtes pas là? Elle a dû balayer cette chambre bien souvent. Il y a dans cette chambre deux niches, dans lesquelles l'une des niches, Réaumur, avait des abeilles. Il avait aussi des abeilles dans l'orangerie où il y avait 5 ruchers. Mais il avait ses abeilles dans cette ruche-là et il y avait deux portes. Une porte avec une petite lucarne en verre et une autre porte dessus qui se fermait pour faire le noir. Et il ouvrait la porte la nuit d'après, il passait la moitié de ses nuits à regarder les abeilles travailler. Ça le passionnait. Et le deuxième, petite niche à côté, il avait un petit four dans lesquels, parce qu'il s'est beaucoup occupé aussi de faïences, des faïences, dans lesquelles il faisait cuire les faïences. Et comme son pot, faïence, son récipient était bouillant, était très chaud, il avait une console sur la fenêtre, la console y encore, une console sur la fenêtre, à la fenêtre dehors, une pierre plate sur laquelle il posait la faïence, exactement comme aujourd'hui, les cuisinières vont porter dehors, ou bien sur le rebord de la fenêtre, pour pourvu que ça ne tombe pas, la cocotte minute. Pareil. Et ça se voit encore aujourd'hui. Donc, je ferme la parenthèse Réaumur, hein, c'est
un être. Mais j'en arrive à Jean-Baptiste de Hiloran. Jean-Baptiste Laurent, donc, est maître de Bourdisson-d'Eau, mais il demeure célibataire. Il est célibataire. Endurci. Finalement, il se marie en 1735 avec Marie-Agathe de Beuvron. Donc, Jean-Baptiste Laurent se marie avec Marie-Agathe de Beuvron. Et le célibat, c'est bon le célibat. 8 enfants. 8 enfants, là. Maintenant, 4 enfants. 4 enfants. 4 enfants. 4, on va les retrouver. Celle-ci, Marie-Catherine, on va la retrouver à Nantes, on va la retrouver tout à l'heure. Retenez le nom de Marie-Catherine. Un autre enfant, 2 autres enfants, c'est Henriette et Agathe. C'est les 2 dames qui vont être tuées au Bourdisson-d'Eau durant la Révolution, avec la mère. Les colonnes infernales. Pardon? Les colonnes infernales. J'y arrive. Et enfin, un fils. Il y a, dans les 8 enfants, il y a 7 filles et un fils. Le fils, heureusement, va garder le nom. Un fils. Louis-François de Hiloran. Ça va? Nous arrivons à la Révolution. À la Révolution, il n'y a plus que Marie-Agathe, la mère qui est là. Pendant la Révolution, au début de la Révolution, c'est une vieille dame qui a 80 ans, elle est impotente. Ces 2 filles, celle-là, Henriette et Agathe, soignent la maman et s'en occupent. Et ce sont les seuls habitants du Bourdisson-d'Eau. Parce que nous allons voir que les autres sont partis. Mais je reste assez. Celle-là et les 2 filles. Les colonnes infernales. Fin 1793-1799. Une colonne infernale, vous savez ce que c'est que les colonnes infernales, hein? Vous n'entendez parler de ça. Celles qui ont tué, on fait une politique de la terre brûlée, on appelle ça. C'est-à-dire, ils brûlaient tout, ils cassaient tout, ils poussaient tout devant eux. Tout. Les poules, les chiens, les gens, les enfants, les vieillards, tout. Oui. Détruire la Vendée. Alors, une colonne part de la Flosselière, toujours la Flosselière, où ils ont saccagé le château et le couvent des Carmes de la Flosselière. Ils sont partis. La colonne est montée vers Saint-Michel. Les Paux. À les Paux, la moitié de la colonne a continué sur des herbiers. La grande route là-bas de celle qui passe au cimetière Laura, quoi. Bon. Et puis, une autre colonne, à l'Épau, descend vers Saint-Paul. À l'Épau, descend vers Saint-Paul. Oui. Le long de la route, il brûle la colonne qui descend vers Saint-Paul, brûle la ferme de Lombretière, brûle la Chamboulière, tue des familles cachées au château de la Bonnelière, tue un prêtre à la Barrière et pousse devant eux 72 personnes, surtout des vieillards, des enfants et des femmes. Ces 72 personnes sont tuées au château de Saint-Paul. Dans la cour du château de Saint-Paul, quand on rentre, il y a une belle croix qui est là. Une belle croix. 72 personnes ont été tuées par les colonnes infernales. Là. Et la colonne continue par le pont de Saint-Paul, et remonte jusqu'au Loup Blanc, Luchelou, et là, à Luchelou, la colonne continue, sauf 5 soldats. 5 soldats, 5 hussards prennent la route vers le Bourdisson-d'Eau. Ils ont faim, ils ont soif. Ces dames, Marie-Agathe, la maman, elle est impotente, surtout les 2 filles, qui doivent avoir dans les 50 ans à peu près, donnent à manger et à boire à ces 5 soldats. Les 3 châtelaines donnent à manger et à boire aux affamés, qui, rassasiés et sans aucune honte, traînent la grand-mère impotente, qui a 84 ans,
Marie Agathe, elle s'appelle, sur une pierre. Au bois de Tissando, il y a une pierre qui est le long du mur, là-bas au fond du château, il y a une pierre avec des marches au-dessus. Ces dames montaient les marches et montaient sur la pierre pour pouvoir s'asseoir en amazone sur les chevaux. Hein? Marie Agathe, la vieille dame, est couchée sur la pierre et elle est tuée à coups de sabre. Les deux filles, affolées, courent, la grille est fermée, courent dans la cour du château, elles sont fusillées, on voyait des balles encore, mais ils viennent de restaurer, ils ont restauré cette porte, c'est dommage. On voyait les balles qui étaient dans la porte de la chapelle, la porte qui donne du côté. Bon, bref. Et les deux femmes sont prises, ramenées aussi sur le corps de leur mère aussi, et achevées à coups de sabre sur le corps de leur mère. Vraiment, c'est le calvaire de ce au bois d'Issando. Un calvaire au bois d'Issando, vraiment. Nous sommes le vendredi saint. Ça va? Jusqu'ici? Non? J'ai mis les étoiles. 1, 2, 3. Qui disparaissent. Marie-Catherine, j'ai dit qu'on va la retrouver tout à l'heure. Car elle a sauvé 2 nièces. Les nièces, les voici. J'ai dit tout à l'heure, il y a un seul fils, le voici, hein, Louis-François de Liorin, seul fils. Il va se marier 2 fois, parce que sa femme la première femme, elle s'appelle Marie-Charlotte de Villeneuve, qui va mettre au monde 3 enfants, Basile, Hortense et Gabriel. Marie-Catherine, c'est donc leur tante. Celle-là aussi, bien sûr. Ça, c'est leur père. Il se marie une 2e fois, après la mort de sa femme. Il se marie une 2e fois avec Marie-Adélaïde de Duchesne. Et ils auront un seul enfant, Charles. Il est né en 1790, en 1793, le petit avait 3 ans. Je parle tout de suite de ça. Elle va retourner dans sa famille avec le bébé. Et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On croit qu'ils sont morts à Nantes, noyés dans la Loire, par Carrier. Vous savez, le fameux Carrier, qui était le tortionnaire à Nantes. Il avait 1 ou 2 bateaux à flot plat. Allez, tous les gens, les indésirables, dans le bateau, et au milieu de la Loire, il ouvrait le fond du bateau. On croit qu'ils sont morts comme ça. Mais ces deux-là, Basile et son père Louis-François. Basile a à peu près 20 ans. Louis-François des Lorrains. Alors, ce sont des nobles. Ils vont émigrer. Ce sont donc des anti-révolutionnaires. C'est important, hein? C'est ça, les émigrés. Ils vont rejoindre l'armée des émigrés et ils vont s'en aller à Jersey et Guernesey, qui sont des territoires anglais. Ils reviendront, ils vont débarquer sur la presqu'île, tous ces immigrés, ils sont 4000 immigrés, tous des nobles, anti-révolutionnaires, bien sûr. Vous comprenez, c'est important. Anti-révolutionnaires. Ils sont tous immigrés. Ils vont débarquer à Quiberon, et ces imbéciles, alors ce sont pourtant des soldats, tous. Ce sont tous des soldats, ce sont tous des officiers. Tous. Ils s'enferment dans le fort de Pintière, à Quiberon. L'armée révolutionnaire arrive, les encercle, et ils sont massacrés. Il y a le chant des martyrs à Aubin, c'est ça, etc. Bon, je ne vais pas aller plus loin, mais les deux, Louis-François et Basile, réussissent à se sauver et retournent à Guernesey. Retournent à Jersey et Guernesey. Je ne sais pas dans quelle île ils étaient exactement. Retournent à Jersey et Guernesey. Le père, un soir, il a bu un coup, et une rixe, une bagarre avec les autres buveurs, et il est tué à coups de couteau.
Louis-François le Père. Basile, lui, a échappé à tous les traquenards. Il va réussir à passer toute la Révolution et arriver au bois des d'eau en lambeaux, mais 5-6 ans après, le bois de qui ne lui appartient même plus. Car, je le dis tout de suite, le bois de Sonneau, c'était des nobles qui tenaient le bois de Sonneau, c'était des émigrés, hein, c'était des anti-révolutionnaires. Le château de bois de Sonneau a été pris par l'État et est devenu un bien national. Ça va? Lui, Basile, il est revenu dans son château, qui lui revenait de droit, mais son château ne lui appartenait pas. Terminé pour Basile et Louis-François. Charles, aussi le petit, est parti avec sa maman. Ces deux-là, les deux filles, Hortense et Gabrielle. Alors, je vois une épopée, ces deux filles incroyables. L'une 18 ans, l'autre 19 ans. Elles sont parties avec l'armée vendéenne. Et elles guerroyaient, à cheval. Elles guerroyaient. Et il y a eu la défaite de Cholet, ensuite il y a eu la bataille de Cholet, à nouveau, et les Vendéens ont gagné la bataille de Cholet. Fiers de leur succès, ils ont monté vers Saint-Florent-le-Vieil, et ils ont dit la route vers Paris était ouverte. C'est la fameuse virée de Galerne. Ils sont partis jusqu'à Granville, ils sont montés là-bas. À Granville, ils ont fait appel à l'armée anglaise pour venir les aider. L'armée anglaise n'a pas bougé. Voilà. Ils ont été battus aux portes de Granville et ils sont revenus et toute cette armée qui faisait près de 100 000 hommes, où il y avait donc des dames aussi, des femmes, toute cette armée a été encerclée par les armées révolutionnaires et toute l'armée a été, une grande partie de l'armée vendéenne, là, a été massacrée à Sarnay, la fameuse déroute de Sarnay. Les deux filles, comme par miracle, elles ont échappé à tous les traquenards. Les deux filles, Hortense et Gabrielle, qui devaient avoir dans les 21-22 ans à l'époque, elles avaient vieilli, sont saines et sauves. Je dis, comment faire? Où aller? Elles se souviennent qu'elles ont une tante à Nantes. C'est bien là, tout à l'heure. Je ne fais pas le. Oui. Marie-Catherine, qui était remariée à Nantes. Elle se souvient de Marie-Catherine à Nantes. Et elles lui écrivent pour dire, ben voilà ce qui nous arrive. Est-ce que tu peux nous recevoir à Nantes? Oh là là, tu me dis non. Mais juste ce jour-là où elle reçoit la lettre, Carrier, le fameux Carrier, qui est tortionnaire de Nantes, est nommé à Paris. Je dis, ok, venez, mais je serai obligé de vous dénoncer, pour vous protéger. Alors elles y vont. Elles vont à Nantes, elles sont reçues avec beaucoup d'effusion, beaucoup de joie, beaucoup d'affection par la tante, qui va trouver le chef des révolutionnaires, qui s'appelait Pérochot. Pérochot va leur en faire voir à ses filles de toutes les couleurs, en prison, des cachots, battus, jamais pris. Il les protège. Pourquoi est-ce qu'il les bat? Pour faire voir aux autres. Il ne les protège pas, c'est pas vrai. Il les protège. Parce que la tante les avait dénoncés. Et finalement, il y a eu la paix de la journée qui a été signée, même par Charette, mais le lendemain, Charette a signé, le lendemain, il dit comme ça, je retire ma signature, Charette a continué la guerre. Mais disons que elles, les deux filles, étaient pratiquement en paix. Elles se sont dit, nous retournons au bois de Sonneau. Voilà les trois survivants du bois de Sonneau. Basile, qui va revenir lui aussi, bientôt, et puis ces deux-là. Dans un château qui ne leur appartient plus, elles sont cachées, mais il y a des braves fermiers des alentours qui veillent sur elles et qui leur donnent à manger et qui les nourrissent. Mais elles se cachent, toujours. Car, avec Charette, la guerre des Vendées n'est pas finie. Ça va? Donc, la révolution en 95, la révolution de Vendée, sans Charette. Charette a continué après 1780.
Nous sommes après la Révolution. Vous m'ennuyez pas trop, ça va? Vous suivez? En 1796, après la Révolution, Gabriel Villerin va épouser Alexandre Grégoire Bourbon. Et voilà, la famille va changer encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce Alexandre, capitaine, Alexandre Grégoire Bourbon, ce n'est pas un capitaine de l'armée vendéenne, c'est un capitaine révolutionnaire. Mais un bon type, pour une fois. Il y avait quand même parmi eux des bons. Partout il y a des bons. Mais et aussi, même parmi les bons, il y a aussi des mauvais des fois. Eh bien, monsieur le capitaine, il vient pour être l'adjoint du général Séhens, qui était le commandant de toutes les armées de l'Ouest. Et il était basé dans la région des Herbiers, pas loin. Il apprend l'infortune des deux filles qui sont là. Basile n'est pas vivant encore. Hein. Les deux filles sont là, Gabrielle et Hortense. Il apprend l'infortune, il va les visiter. Et puis il revient. Et puis il revient. 3 fois, 4 fois. Et puis un amour naît entre Gabrielle et Hortense. Hortense, elle va épouser elle aussi quelqu'un, elle aura la chance de trouver un bon titre, et elle va suivre son mari. Mais Gabrielle a la chance d'épouser Alexandre Grégoire Bourbon, donc un révolutionnaire. Camille, au préalable, il n'a pas acheté le château? Bien nationaux. Parce qu'il l'a épousé après avoir acheté le château, non? Ah, je sais que c'est peu à peu qu'il va l'acheter après le mariage. Ah, c'est après le mariage, d'accord. Oui. Le mariage est célébré le 5 juillet 1796. Donc encore, la guerre continue sous Charette. Dans une grande jargonette. Ça veut donc dire que la révolution continuait. Par un prêtre proscrit. Un prêtre qui n'avait pas juré, un prêtre proscrit, l'abbé Boursier, qui était curé avant, et maintenant il était caché dans une grande arbalète, et qui est de Moutier-sur-l'Aire. C'est dire le sens chrétien du jeune officier, qui renonce à la vie militaire tout de suite, illico. Il renonce à la vie militaire, et il va s'employer à recouvrer tous les droits des bois de Sandeau. Il va racheter peu à peu tout le château du Bois-Sandeau, qui est un bien national. Il va le racheter à l'État. Il faut le faire. Hein. Il avait une petite fortune personnelle, mais la fortune est loin d'être suffisante. Mais peu à peu. Il a acheté les fermes, etc. Ils auront la joie d'avoir un enfant. Alexandrine, une fille, Marie-Alexandrine Bourbon. Hein, le père, c'est des Bourbons. Marie-Alexandrine Bourbon. Ils vont avoir la joie d'avoir une fille. Il peut citer qu'il a acheté des fermes de Saint-Paul, la Geltière, la Comaillère, pas tout en même temps. Pas tout en même temps. Pas tout en même temps. Lui, il n'a pas pu tout acheter, c'est pas possible. Mais il a acheté. C'est incroyable. Mais les autres après, Marie-Alexandrine grandit, elle va en vacances. Ah oui, ce Grégoire Alexandre de Bourbon, il est donc un officier de la Révolution. Il est originaire du Jura. Marie-Alexandrine, la jeune fille, elle grandit, elle va en vacances là-bas dans le Jura. Et elle s'amourache de son cousin, qui s'appelait lui aussi Pierre-Louis Bourbon, son cousin. Alexandrine Bourbon, donc, épouse son cousin, Pierre-Louis Bourbon, en 1873. Et ils vont avoir ensemble 9 enfants. 3 garçons, 6 filles. Un seul garçon va avoir la succession parce que les 2 autres sont prêtres. 3 garçons, 2 garçons vont avoir un seul donc pour succéder, les 2 autres sont prêtres. Voilà. Ce garçon s'appelle Henri Jean-Baptiste Bourbon, toujours. Bourbon, qui va épouser Élise Quinstreau. 1849, nous approchons, hein, 1849. Qui vont avoir 2 filles, une religieuse et une autre qui sera Mathilde. Mathilde, ça vous dit quelque chose? Mathilde, le beau de la Bruyère.
la vieille dame que nous avons connue. Mathilde. Ça y est, on y arrive. Vous vous rappelez de la comtesse Mathilde? Bon, alors, donc elle a épousé son cousin, ils ont 9 enfants, un seul, parce qu'il y a 3 garçons, mais un seul pour succéder, parce que les 2 autres sont prêts. Et celui-là, ce seul, c'est Henri Jean-Baptiste Bourbon, qui va épouser Élise Quinceron, et qui auront 2 filles. L'une est religieuse, et l'autre sera Mathilde. 1878, Mathilde Bourbon, elle se marie en 1878. Elle est née en 1853 et elle va mourir en 1948. Je vais vous en souvenir. 1948, elle est morte après la guerre. Très âgée, 86, 86 ans. Ah, pendant 95 ans. Elle est morte très âgée, à 95 ans. Et elle a épousé monsieur le comte Jean Lebeau, LB, ça veut dire Lebeau, B-A-U-L-T, de la Morinière, qui vont avoir 4 enfants, tous célibataires. C'est la fin. C'est la mort du petit cheval. Georges Lebeau de la Morinière était comte. C'était un comte du Saint-Empire. Saint-Empire. Il faut connaître l'histoire avec Napoléon III. Napoléon III, les États pontificaux, les Zouaves, vous avez entendu parler des Zouaves pontificaux, et Napoléon III a beaucoup aidé le pape, car il est le comte du pape. C'est le pape qui avait créé le comte, le pape Pie IX. Il avait créé le comte. Donc c'était un pape, non pas un. C'était pas un pape, Georges Lebeau de la Morinière, c'était un comte du Saint-Empire, de l'Alliance du Saint-Empire, un comte créé par le pape. Et voilà. 4 ans, tous célibataires. 1, 2, 3, 4. Ça va? Le premier, plutôt la première idée, c'est René. Est-ce qu'il y en a qui l'ont connu? Simone. Parce qu'elle puis René. Elle est morte en 1927. Ah oui, 1927. Elle est morte à 46 ans. De sabord, je crois bien, d'un mauvais mal, comme on disait à l'époque. Le deuxième, c'est Henriette. Celle-là, vous l'avez tous connue. Henriette, la deuxième. Qui est morte en 1962. À plus de... Elle est morte à 82 ans. Le troisième, c'est Pierre. Le comte Pierre. Bon. Il a été comte 1 an. Il était vicomte auparavant. Son père, il faut pas oublier que le père, la maman est morte à 85 ans, le père, le beau de la Morinière, est mort à 89 ans. Donc il était comte jusqu'en l'an 1939, juste avant la guerre. Pierre, lui est mort en 1940, un an après. Donc il était comte 1 an. Ce Pierre, il a fait la guerre 14-18, il était jeune officier, il était sous-lieutenant et lieutenant, il était jeune officier durant la Grande Guerre. La Grande Guerre, hein. Et puis après... Trop bien. Mais il allait beaucoup voir ses métayers, et ces métayers avaient un malin plaisir de faire les métayers à Saint-Paul, de saouler le curé et le maître des lieux, le maître du château, hein, le châtelain. Un grand plaisir. C'est comme ça? Oui. Et d'après aussi, il allait forcer le whisky chez lui, il en avait. Il est mort. Mais je reviens à ce Pierre. Est-ce que vous avez remarqué, à l'entrée de l'allée de Luchelou, à l'entrée de l'allée, il y a une croix. Presque jusqu'au bord de la route, sur le trottoir, juste dans le tournant. Bon, là, le trottoir, le tournant. Au côté de la maison en briques. Je ne sais pas qui c'est qui habite là-dedans. Cette maison en briques à droite, là. Où
C'était les pilotes autrefois, oui. Bon, bref. Il y a une croix là. Cette croix a été élevée en 1921 par sa mère, par la mère Mathilde, sa mère, et par son père aussi. Vous remerciez le bon Dieu d'avoir gardé Pierre et qu'ils sont sortis vivants de la Grande Guerre. C'est en 1921. Pierre, donc, est sorti. C'est pas l'armée qui l'a tué, c'est peut-être bien l'alcool. Et enfin, le quatrième qui est né, c'est Georges. Georges, là aussi, vous vous rappelez tous de lui, certainement, Georges de la Morinière. Monsieur Georges, qui était un malade mental. Et je suis modeste. On est au malade mental, c'est vraiment un grand malade mental. Un soir, après un dimanche, il y avait les vêpres dans la petite chapelle du Bois de Sando. Il y avait les vêpres. Et Georges s'est écroulé. Il a dû faire une crise d'épilepsie. Et mal soigné, il est resté complètement schizophrène. Certains disent schizophrène. Complètement. Elle vient d'où la famille de la Morinière? La famille de la Morinière vient de quelle contrée? C'est une famille poitevine qui a beaucoup vécu dans les Deux-Sèvres et il y a un domaine de la Morinière à côté de Brissac, le château de Brissac à côté d'Angers. Il y a un domaine de la Morinière. Il y avait un debout de la Morinière, oui, oui. un enfant Oui, il y en a. qui était longtemps député. C'est pas sûr, oui, oui, c'est des grosses familles, ça, de poitevine. Hein. Là aussi, j'ouvre une petite parenthèse. Vous avez affaire? Oui, peu importe. J'ai jamais vu de beaux meubles au Bois de Sando. Pourquoi? Jamais vu de beaux meubles. J'ai pas été voir dans la chambre de madame. J'ai été voir. Donc, parce qu'au moment de la Révolution, ce château devait brûler. Le château du Bois de Sando devait brûler. Or, il n'a jamais brûlé. Ça, c'est un comble. Enfin, c'est un comble. C'est un bonheur. Il n'a jamais brûlé. Aussi, comme ce château devait brûler, tous les meubles du Bois de Sando sont partis au Meille-sur-Èvre. Je cherchais le nom du château, je ne me rappelle plus. Voilà. Au Meille-sur-Èvre, il y avait des cousins là-bas, des châteaux. Là-bas, ça ne devait pas brûler. Non, château du Cazot. Cazot, le château du Cazot. Le château du Cazot, qui aujourd'hui est une ruine, brûlée, aussi très belle ruine, mais qui a brûlé. Si le château du Cazot a brûlé, il a brûlé avec ses meubles à lui et les meubles du Bois de Sando. Chez nous, moi, ma belle-mère, elle avait 39 qui venaient du Bois de Sando, mais quand elle avait acheté ça, Je sais pas. Et c'était des bons meubles, des meubles d'époque. C'était du Louis XVI ou du Louis XV. Ah, ben oui, 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 c'est des meubles qui avaient beaucoup de valeur. Hein. Oui, oui. Avec des petits tiroirs secrets, Et moi, j'ai jamais vu de bons meubles, bien sûr, dans la partie des frères. Les bois blancs, hein. Les meubles en bois blanc. C'était des meubles Louis XV. Pas Louis XVI, Louis XV. Bien. Donc, ça s'éteint. Peu à peu, ça s'éteint. Et maintenant, j'en arrive aux frères. Rencontre de deux besoins. Nous sommes en 1940. 1940-1941. Un besoin, c'est celui des frères pour mettre le noviciat. Le noviciat des frères était en Belgique, vous vous rendez compte? Nous étions 700 frères en France, à peu près, 700 frères en France, et tous les frères en France étaient passés par la Belgique. Passés par la Belgique. Oui. Tu étais un moment à quel âge toi? Pardon? En quelle année tu étais toi? Moi, j'étais au Brisano en 1959. 59? 59, 60, 60, 61, oui.
rappelle, moi. Parce qu'il faisait tout Ah non, il a fait son noviciat. Avant déjà, C'est tiré de qu'est-ce qui s'était passé? Nous revenons aux lois que nous disons, c'est comme on dit, c'est De Gaulle, le général De Gaulle qui dit les lois, pas uniques, mais iniques, l'iniquité, les lois iniques de l'an 1901, 1902, 1903, 1904. Donc, ces lois-là ont interdit tous les instituts religieux enseignants. Quand on veut faire du mal, ça passe tout le temps à l'école. Tout le temps. Nous étions un institut uniquement enseignant, interdit. Interdit. Nous n'existons plus. Nous n'existons plus. Les sœurs de Montréal interdites. Alors, beaucoup sont partis, étaient interdits, sont partis, se marier, ont eu des enfants s'ils ont pu, mais ils ont eu, et d'autres sont restés, ont repris leur nom civil, ont enlevé leur soutane et sont restés des messieurs. Et les sœurs de Montréal ont fait pareil. Vous avez certainement connu à Saint-Paul, les femmes là, celles qui sont de Saint-Paul, au moins, connu une certaine mademoiselle Pelletier. Mademoiselle Pelletier, c'était une religieuse. C'était une religieuse camouflée. Mais tous les gens étaient complices, aucun problème. Alors nous avons, et tout d'un coup en 1941, c'est Pétain qui est chef du gouvernement, autorise les frères, les sœurs aussi, qui leur dit reprenez la soutane, puis reprenez les écoles, et puis soyez libres. C'est De Gaulle après ça qui lui va enlever, parce que Pétain n'avait pas enlevé la loi. La loi existait toujours. C'est De Gaulle qui lui, de sa propre autorité, il n'avait pas besoin de passer par un parlement pour des lois comme ça, vous disait, c'est une loi inique, hop, il l'a balayée. C'est comme ça que nous sommes redevenus. Et que notre noviciat qui était en Belgique, à Pérué, en Belgique, on cherchait un endroit pour le mettre. Et le frère Péronchot a cherché, et finalement, on lui a indiqué, la mère Louise de Louvain m'a dit un jour, c'est moi qui lui ai dit au frère Péronchot, allons donc voir Madame la Comtesse. Et peut-être la mère Louise du Louvain. Alors, il a cherché, il est allé la voir. Un autre besoin, c'était Madame Mathilde Bourbon, qui était pas morte encore, restait avec ses deux. Oui, ça c'était mort, elle restait avec ces deux-là. Elle restait avec sa Henriette, qui heureusement, Henriette avait encore une très bonne tête. Et Georges. Vous voyez bien qu'il n'y avait plus d'avenir non plus. Un deuxième besoin s'est créé. Quand le frère Guillaume Pérochot, qui s'appelait, c'était notre provincial pour la France, des frères de France, le supérieur de tous les frères qui étaient en France, lui a raconté sa détresse, qu'il cherchait Madame la comtesse lui a dit, mais mon frère, c'est la Providence qui vous envoie. Bois-de-Sando est à vous. Donc il dit, non. C'est pas ça que je veux. Je veux avoir seulement si vous connaissez un endroit où on peut se réfugier, où on peut. Mais je vous dis, le bois de Sando est là. Alors, venez, on va visiter. Et ils ont visité tous deux tout le château, et il fallait quand même pour loger, on était prêts. Dans ce noviciat, on était près de 70 à l'époque. Vous vous rendez compte? Pour ce noviciat, il fallait donc construire les deux ailes du bois de Sando. Les deux ailes, quand on rentre à gauche et à droite, il y avait deux ailes qui étaient en ruine. Ces deux ailes avaient été construites par un des Lorrains, avaient été construites avec du mauvais ciment, du mauvais mortier, de la terre battue, que ça avait été fait. Les pièges c'était en ruine. Quand il a vu tout ça, le frère a dit, oh non, je m'excuse, mais je ne peux pas prendre ça, ça va nous coûter trop cher de relever tout ça. Madame la comtesse lui a dit, mais mon frère, vous n'êtes pas seul? Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux vous aider. Allez. Elle a demandé, elle a fait venir sur la table tous les calastres. Allez, prenez tout ce qu'il vous faut. Un peu plus, on avait la geltière et la pote binaire, tout.
Ça vous bien légal. Non, non, mais c'est pour dire, allez, prenez tout. Alors le frère a tracé un trait, donc il avait besoin du château, de l'allée bien sûr. Mais non, prenez encore. Alors, elle-même a pris le crayon, et elle a tracé la ferme à Sionneau. Ça vous a pris. Et puis elle voulait tracer la ferme du Bournier. Et puis de la Courrière. Non, le frère a dit non. J'ai fait un peu de pauvreté, j'ai pas besoin de tout ça. Mais vous verrez, vous aurez besoin pour nourrir vos enfants. C'était l'époque déjà où une terre ne nourrissait pas tellement son monde. Hein. Et finalement, ça s'est fait comme ça. Nous avons reçu le château, du Petit Lait jusqu'à du Flou, l'allée, une partie du bois d'Ardelais, et la ferme à Sionneau. C'est tout ce que la ferme à Sionneau. Et on a pu bâtir, etc. Ils ont construit des classes qui étaient à gauche en arrivant là. Des classes, ils ont construit des classes. Mais le ciment, il n'y avait pas de ciment, c'était pendant la guerre. Hein. Puisqu'ils ont commencé à bâtir en 1942, et ça a été fini en 1945. Ça prend 3 ans pour faire toutes ces quatre pauvres classes. Ah, et ils se sont installés. Mais ce n'était pas tout ça. Mais tout, elle avait donné tout le château. Il a dit, mais vous, mesdames, oui, nous allons payer notre pension. Non, pas question, elle dit, frère. Pas question. Elle est prête à payer la pension. C'est pas question. Prenez tout ce qu'il vous faut, soyez au large, soyez au large, prenez vos aises et vous ne paierez certainement pas de pension. Pas de pension. Alors, bon, ça s'est arrangé, etc. Et on a commencé à vivre là-dedans. Il y avait un seul robinet pour tout le monde. Pas de toilette, mais la nature, comme a dit Madame la Comtesse, elle est discrète. La nature est très discrète au bout du salon, qu'elle a dit Madame la Comtesse. Et vos jeunes novices n'auront pas besoin de cirer les escaliers parce qu'ils sont en granit. Et puis, on s'est installé pas plus. C'est pendant que j'ai fait mon noviciat, moi, là-bas, que l'électricité est venue et le chauffage. Je me rappelle que le chauffage a été installé par la société Pompidou. Non, l'électricité. Le chauffage a été installé par M. Pompidou, une société de La Roche, et puis le chauffage a été installé par une société de Bourg-Vaux, enfin, le chauffage, le service d'eau, etc. Ça a été des très gros travaux. Je me rappelle que nous, les novices, il fallait percer des murs épais comme ça pour faire passer des tuyaux. C'était de très gros travaux. Et on faisait pour que ça coûte le moins cher possible, etc. Voilà comment ça s'est passé. Donc les frères sont restés là-dedans 60 ans. 30 ans. Pendant 30 ans, les frères ont résisté au Brisolo pendant 60 ans. Je lis. Le noviciat s'installe en pleine guerre le 4 août 1942 dans un inconfort total, mais joyeux. C'était des jeunes. Il fonctionnera le noviciat pendant 25 ans. L'aile des classes est prioritaire et elle est achevée en 1945. Madame la comtesse Mathilde s'est éteinte à 95 ans. Et quand elle s'est éteinte, elle était sereine, car elle voyait l'avenir du bois d'Isolo entre de bonnes mains. Oui. Ce bois d'Isolo, il a été acheté par les frères. 1 franc. Mais il a été acheté. Heureusement, on n'aurait jamais pu le vendre. Là, comme M. de Villiers, on n'aurait jamais pu le vendre après. Il a été acheté. 1 franc symbolique. Mais il y avait 2 conditions, avait dit Madame la Comtesse, que ici, ce soit un lieu de formation religieuse ou bien un lieu de social.
sociale, c'est-à-dire pour les enfants, pour des handicapés, pour des classes, pour des... Oui, mon Dieu, maintenant avec les handicapés, ça continue, car quand on a vendu ça, on a fait attention aux clauses de Madame la Comtesse autrefois. Maintenant, avec les handicapés qu'il y a, c'est bien. Deuxième condition, il fallait s'occuper de M. Georges. Et c'était pas une sinécure, c'était pas une petite affaire. Hein, s'occuper de M. Georges. Elle a voulu un frère pour s'occuper de lui. La nuit, Mademoiselle Henriette s'occupait de lui, mais dans la journée, il fallait un frère pour s'occuper de lui. Le sortir, veiller à lui, le aider à manger, le porter, le réorienter, parce qu'il était toujours désorienté. En réalité, il y a eu 2 frères pendant 20 ans. Ces 2 frères n'ont jamais été payés. Ils n'ont jamais demandé à être payés, bien sûr. Ça n'empêche, c'est un capital de dévouement. C'est un capital qui est là. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Ça coûtait des sacrifices. Hein? On n'a pas payé cher, mais quand même, 20 ans de femmes qui travaillent, ça a quand même coûté un peu. Bien. Ces frères voulaient briller le matin à la messe avec Mademoiselle Henriette à la messe basse du matin, le dimanche. Souvent, il venait. On ne rappelle pas de lui? Tu étais au berceau. Noël, tu étais au berceau. Tu étais au berceau. Mademoiselle Henriette, elle s'est éteinte à l'âge de 82 ans. 82 ans. Elle s'est éteinte à 82 ans. Avec elle se termine la noblesse, les nobles du Bretissando. Mademoiselle Henriette a vécu tout à côté des frères, très longtemps, tout à côté des frères, dans une parfaite discrétion et une simplicité empreinte de sentiments affectueux réciproques. Une grande affection qu'il y avait avec Mademoiselle Henriette, les frères. En 1967, le noviciat ferme, donc 25 ans après. C'était ouvert en 1942. En 67, le noviciat ferme. Pourquoi? Parce que le noviciat ferme, parce que le recrutement est tardif. Déjà en 67, les frères ne se recrutent plus. Et nous avions 2 noviciats en France, l'un à Thoiry-sur-Loire, à côté de la Hilière, l'autre au Bretissando. Un seul noviciat suffisait. C'est le noviciat du Bretissando qui a été fermé et tout s'est regroupé à côté de Nantes. Ce sont des petits juvénistes qui sont venus. Il y avait encore quelques petits juvénistes, c'est-à-dire des jeunes de 12 ans, 13 ans, qui allaient à l'école. Il y avait un car qui les conduisait le matin, midi, pour revenir pour manger, puis retourner cet après-midi, un car Brissot qui les conduisait. C'était un certain Robert Boudot qui les conduisait. Cousin. Et ils mangeaient au Bretissando, et ils en mangeaient bien. Et voilà. Pendant 3 ans qu'il va y avoir des petits juvéniles. Il y a un jour et temps aussi qu'ils allaient. À partir de 1970, ce sont des frères âgés. C'est là qu'on voit le basculement d'une congrégation. Avant, on s'occupait beaucoup des jeunes. Maintenant, on a commencé à s'occuper des âgés. Basculement. Les frères âgés à la retraite, mais encore bien portants. Les frères qui étaient là, ils sont encore bien portants. Ils avaient leur pilule matin, midi, soir, comme tout le monde. Hein, aspégique, bien sûr. Et puis, ils étaient là. Bien bon. Ils passent ici, ces vieux frères, ont passé ici les jours tranquilles. Pendant 32 ans, il va y avoir des frères âgés. 32 ans. Jusqu'en 2002. Ah, ça poche. Jusqu'en 2002. Année durant laquelle les frères âgés quittent le vallon du Bretissando. Par petit groupe. Pour aller à la Hilière. Le dernier frère qui était le Bretissando, en juin 2003, sera le frère Joseph Poirier. Ton ami. Le frère Joseph Poirier, celui-là qui s'occupait des bigs, des chèvres et du foot. Du football. Du foot. C'est lui qui a fondé le club de la Donnette et aussi un peu symbole. La propriété, elle, vient d'être acquise. Joseph est parti, il a acquis la propriété. Bon. Pourquoi est-ce que les frères quittent
Là aussi, diminution. Non seulement plus de jeunes, mais même les frères âgés meurent, diminution. Moi j'ai connu les frères de Saint-Gabriel en France, 700 frères en France, 700. Maintenant, actuellement, nous sommes 210, 215, pardon, je ne sais pas exactement. 210, 215. Par contre, il ne faut pas croire que les frères de Saint-Gabriel sont tous en train de mourir. Nous avons 900 frères en Inde, en Malaisie, Singapour et en Afrique. 900. Vous voyez, le pôle est parti ailleurs. Ça va? Curieux, hein? C'est curieux. Eh bien, c'est pourquoi le Bolsonaro quitte? Parce que les frères vieillissent et nous avions 4 maisons de frères vieux, de frères âgés en France. 4. 3 suffisaient. Surtout, le Bolsonaro a été liquidé, on a lâché le Bolsonaro parce qu'il fallait le mettre en ordre. Il y avait des frères, des vieillards là-dedans. Il fallait se mettre en ordre. Allez donc mettre des normes dans un château. Allez donc mettre un château aux normes. Allez donc faire un ascenseur dans un château. Ensuite, en plus, il fallait faire toute la toiture. La toiture était en très mauvais état. Il fallait refaire la toiture. Payer une toiture comme ça, c'était la mort du petit cheval. On s'est retiré du bois d'Issandro. Et on a essayé de vendre. On a fait très attention de ne pas vendre à n'importe qui. Car des propriétés comme ça sont recherchées par des sectes. Comme par hasard, ces sectes ont de l'argent. Notre crainte, c'était de vendre ça à une secte. Ou bien, mieux que ça, c'est arrivé avec les sœurs de la Pommeraye, elles se sont fait avoir comme jamais. Les sœurs de la Pommeraye ont vendu, elles avaient une belle maison comme ça, elles ont vendu ça à un homme de bien, hein, qui est dans l'immobilier, il a vendu un homme de bien, puis cet homme de bien, il a vendu ça à une secte après. Il a vendu ça à une secte. Et l'évêque d'Angers leur a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? On ne savait pas. On ne savait pas, bien sûr. Alors nous, on a fait très attention, on est porté malin tout le monde, mais ça, on l'a dit. Pendant au moins un an et demi, on était en pourparlers avec une association du Maine-et-Loire qui s'occupait d'enfants handicapés et qui voulait l'acheter. Et eux aussi, ils ont reculé devant quand ils ont vu l'état de la toiture des châteaux, ils avaient payé tout ça. Ils avaient des subsides de l'État, mais jamais ils pourraient payer tout ça. Ils se sont retirés. Et il y avait quelqu'un qui nous appelait au coin du mur, au coin de la rue. C'était un certain Philippe de Villiers. Il savait bien, lui, il savait bien que lui, qu'on ne pouvait pas le vendre. Alors c'est là qu'il est venu nous voir, il nous a proposé d'acheter. Pour faire cette œuvre d'handicapé. Je parle tout à l'heure un petit peu ce que c'est, mais vous le savez peut-être mieux que moi. Pour faire cette œuvre d'handicapé. On savait très bien qu'avec un gars comme ça, le prix serait le sien, pas le nôtre. Parce qu'avec M. Olivier, c'était oui, M. le Président, oui, M. le Président, oui, M. le Président, bien, M. le Président, c'était toujours comme ça. Bon, nous, on était contents de l'accord qui se passait. Le prix n'était pas celui qu'on voulait, mais enfin, on l'a vendu. On l'a pas vendu bien cher. Hein? Vous l'avez eu pour un franc envoyé. Ah oui, oui. On a donc le Philippe de Villiers, demeure donc tout près du Bolsonaro, aux Aubretières, propose d'acheter la propriété pour aménager dans l'aile ouest et les dépendances, côté du jardin, un foyer de vie, qu'on appelle ça, un foyer de vie, pour handicapés et leurs parents âgés. Ce sont maintenant donc des parents âgés, c'est-à-dire que c'est un papa et une maman qui ont un enfant handicapé. Tout le monde grandit ensemble, et quand le père et la mère ont 80 ans, l'enfant lui en a 50, et le papa et la maman disent ensemble, qui va s'occuper de notre fils? Qui va s'occuper de notre fille? Alors, ils ont créé ce foyer qui était à l'époque unique en France, dit-on, où
les vieux parents et l'handicapé viennent dedans. Hein, ils vivent en famille. Le premier celui qui meurt, si c'est l'handicapé ou bien le papa ou la maman qui meurt, les autres restent, jusqu'à ce que ça s'éteigne. C'est bien. Le prix modeste donc, fut donc celui de M. de Villiers. Je ne peux pas vous dire combien, par discrétion. C'est la valeur de 2 maisons neuves à peu près. C'est moi qui suis bilatéralement. J'étais autrefois, il y a un petit rigolo là-bas à Rome, là-bas. C'est moi qui j'avais les cachets, tout ça. Les travaux du foyer d'accueil dureront jusqu'en 2008. Le foyer d'accueil, ça va durer orange. C'est donc toute la partie que vous voyez quand on est dans la rue du Bois-d'Issondo, là-bas, toute la partie qui a été reconstruite. Je ne sais pas si vous avez visité ça, c'est magnifique. C'est très bien restauré. Un seul inconvénient, on est dans le noir continuellement là-dedans. On est dans le noir continuellement. Et les résidents qui sont là-dedans, j'ai vu une dame qui dit « Oh, si on pouvait avoir une grande belle vitrée !» Le Conseil général a fait un bail. Tout le Bois-d'Issondo, même la partie handicapée, hein, appartient au Conseil général. Pas de Villiers, ça appartient au Conseil général. Tout. Il y a un bail amphithéotique, un bail a été ouvert pour 35 ans. Normalement, c'est 35 avec la mission d'accueil. Parce que c'est financé par des... Les murs, les appartements, tout appartient au Conseil général, mais le fonctionnement, c'est mis entre les mains de Andy Espoir. Le fonctionnement entre les mains de Andy Espoir. Le château lui-même, la toiture a été réparée par le Conseil général. La façade qu'on voit quand on arrive a été réparée aussi par le Conseil général. Et tout le reste est dans un état lamentable. Cette belle salle à manger qu'il y avait là. Cette salle à manger. Tout ça, cette belle salle à manger qu'il y avait là. Ben oui. Tout ça, c'est resté à... Oui, mais c'est à l'abandon. Les écoles, Les écoles, c'est à l'abandon aussi, mais c'est quand même en bon état encore. Hein. Mais il y avait un projet complémentaire sur l'aile. Oui. Sur l'aile qui n'est pas occupée aujourd'hui, qui est dans la ville. C'était prévu une extension pour accueillir des maisons d'accueil handicapées qui seraient venues ici pour des activités culturelles. Et ça a été abandonné il y a 4 ou 5 ans. Parce que ça coûtait très cher. L'intérieur lui-même du château est complètement vide. Ouais. Il y a des crottes de chauves-souris partout. Ah, et les couvertures sont entretenues quand même. Ah oui, non, mais tout a été refait en haut. Moi j'ai vu toute la chapelle latérale, c'est les jardins. Les jardins. Vous savez ce que c'est que les jardins de ces châteaux, hein? Vous connaissez, vous savez, les belles dames. J'en connais un rayon, hein? J'en connais un rayon. Les belles dames qui portent une belle robe, si elles portent une belle robe, c'est pour étaler leur beauté. Une robe étale la beauté d'une belle dame. J'en connais un rayon. Eh bien, les châteaux, c'est exactement ça. Le château lui-même n'est rien sans l'étalement de beauté par les jardins. Les jardins étalaient la beauté des jardins. Comme une belle robe. Alors, ces jardins, il y a dans Ah oui, quand même. Allez-y.
devant le château, dans le parterre de Montchaudet, 16 ifs. Ce sont des taupières. Taupières. Rien à voir avec les taupes. Rien à voir. Un if tout seul, qui n'est pas sculpté, qui n'est pas taillé, c'est un if. C'est clair. Mais un if qui est taillé, c'est une taupière. Alors il est taillé, forme de cadre, un cheval, une église, ou, au Montesano, c'était une barrette de curé. Les barrettes de curé, hein? Vous vous souvenez de ces barrettes de curé qu'il y avait sous ces gros ifs qu'il y avait, ces grosses boules. On appelle ça des taupières. Tout if taillé est une taupière, en forme de taupière. Voilà. 33 ifs. Et puis, il y avait donc les jardins, qui étaient bien cultivés autrefois. Il y avait aussi les allées, etc. La charmille, qui était taillée de la charmille. C'est une forêt. Taillé à la main. Taillée à la main, oui. La charmille, c'est une forêt. Et surtout, le plus mal, c'est les beaux parterres. L'eau a raviné les buis, qui font des arabesques, des beaux dessins. L'eau a raviné les buis, et à quelle eau est passée à travers 50 fois, quand ils ont fait des travaux ici. Et il y avait donc les parterres autrefois, il y avait les parterres, il y avait donc les légumes qui étaient plantés aussi, et il y avait donc des allées aussi. Aujourd'hui, les allées, il y a autant d'herbes, parce qu'il n'y a plus aucun légume qui est cultivé. Les allées, il y a autant d'herbes dans les allées que sur les pelouses. C'est entretenu quand même, il y a quand même un type qui vient tous les 6 mois, une société qui vient, et la tour des agazons passe dans les allées comme sur les pelouses pareilles, tout le monde est derrière. Bon, bien sûr, la France n'a plus d'argent, le Conseil général n'en a plus beaucoup non plus, mais j'espère que c'est à eux de remettre tout ça en ordre. J'espère qu'ils le font, ça peut être ça. Ce jardin était magnifique, là, c'était magnifique. Il y a les fêtes du fleuve, il faut faire Joseph. Mon frère Joseph fait de la pluie pendant longtemps. Voilà, ben j'ai fini. C'est